Bonjour à tous et bienvenue à cette vidéo manga otaku. Je m'appelle Ame et je suis là pour vous présenter toutes les sorties manga de la semaine. Alors j'ai un très beau programme pour vous encore cette semaine, un one shot shonen super bien dessiné, le nouveau manga du scénariste de Red Eye Sword. J'ai également la réédition tant attendue de Dororo de Tezuka, un manga historique et plein d'autres très belles nouvelles. Sans plus attendre, commençons avec Sahara, le samouraï aux fleurs. Alors Sahara, c'est donc un one-shot shonen avec un style qui est assez reconnaissable en fait. Alors quand on ouvre le manga, on commence avec 2 pages couleurs super belles. Le thème c'est le samouraï aux fleurs, hein, donc vous voyez qu'on retrouve notre thématique ici. C'est très coloré. Et puis finalement, on commence le manga, puis la première image nous fait dire j'ai comme l'impression qu'il y a un air de déjà vu, là, il y a de l'inspiration quelque part. Et puis on tourne les pages et puis on se rend compte que l'inspiration One Piece est comme vraiment flagrante. Et pour cause, en fait, le mangaka qui a fait Sahara, le samouraï aux fleurs, s'appelle Yusaku Shibata et c'est un ancien assistant de Eiichiro Oda. Il a également travaillé avec Horikoshi sur My Hero Academia, mais c'est vraiment l'influence One Piece qu'on retrouve. Donc voilà un petit peu, regardez un petit peu les dessins, à quoi ça ressemble. Vous allez voir que c'est très inspiré, mais l'auteur a quand même son propre style, particulièrement au niveau des décors qui sont très beaux. Alors dans Sahara, on suit un personnage principal qui s'appelle Sahara tout simplement. Il vit dans un monde post-apocalyptique qui est complètement désertique, il n'y a plus aucune plante, aucune fleur qui pousse nulle part. Et puis lui, il erre, il voyage dans ce paysage et il va faire la rencontre d'une jeune fille qui est à la recherche d'un pays imaginaire. Enfin, c'est un pays fantastique dont tout le monde a entendu parler, légendaire, mais que personne n'a jamais vu, où il y aurait un gigantesque arbre qui pousse. Puis elle, c'est son père qui lui a parlé de ce pays. Et son père est décédé, alors elle voudrait aller déposer les cendres de son père au pied du grand arbre que vous voyez juste ici sur cette super belle double page. Donc Sahara va accepter de l'accompagner dans sa mission et ils vont partir en quête du pays légendaire tous les deux. Il y a vraiment un très beau mélange entre l'action, l'humour, un côté steampunk, un côté un peu univers post-apo. C'est vraiment une très belle découverte qui est passée probablement un petit peu inaperçue. J'espère que ça va vous donner envie d'en découvrir plus parce que vraiment c'est un très beau titre. Et puis pour une fois c'est un one shot, ce qui est quand même assez rare dans le shonen. Donc c'est Sahara, le samouraï aux fleurs, et je vais essayer de vous le montrer sans les reflets. Voilà, ça va. Je continue avec un titre bien différent qui est Demon Slave. Demon Slave, c'est le nouveau manga qui est scénarisé par l'auteur de Red Eye Sword, Akame ga Kill, dessiné par un jeune auteur. Il faut savoir que ce scénariste travaille aussi en ce moment sur Kaijin Reijo, puis Demon Slave ressemble vraiment. Donc si vous avez aimé Kaijin Reijo, probablement vous allez aimer celui-ci aussi. Alors on est dans un monde futur où un monde parallèle à notre monde actuel a apparu. Ce monde parallèle s'appelle Mato. Et dans ce monde parallèle errent bon nombre de démons. Et également, il y a des arbres qui font pousser des fruits un peu étranges. Et si on mange ces fruits-là, on peut acquérir des pouvoirs. Le truc, c'est que ces pouvoirs ne se manifestent que sur les femmes. Et ils ne sont jamais manifestés sur les hommes. Ce qui fait que ça a un petit peu déteint sur la société humaine. Et ce sont vraiment les femmes qui ont le pouvoir. Et ce sont les femmes qui sont dans l'armée, qui protègent le pays, etc. Alors un jour, notre héros, qui est un gars pour le coup, et qui est un petit peu le parti parfait pour toute femme qui voudrait prendre un mari. Il est très bon en cuisine, il sait même faire de la couture, c'est le roi du ménage, bref, c'est l'homme parfait pour ces femmes fortes, entre guillemets bien sûr, c'est pas forcément mon avis personnel, là c'est dans ce monde-là que je parle. Notre héros va en fait aller pénétrer dans le monde de Mato, et à ce moment-là, il va se retrouver encerclé par toute une gang de démons. Alors voilà, il se retrouve comme encerclé par une espèce de cinquantaine de démons, comme vraiment pris au piège. Et là, il va être sauvé par la jeune femme qui est apprentie dans l'armée et qui est sur ce dessin-là. Après l'avoir sauvé, elle va lui expliquer que ses pouvoirs à elle, les pouvoirs du fruit défendu qu'elle a mangé, ne se manifeste que si elle avait un esclave sous ses ordres. Alors elle va faire de
notre héros son esclave et elle va le transformer en une espèce de créature qui ressemble un petit peu à un chien comme ça, mais surpuissante. Donc il va devenir un petit peu, oui, l'esclave, mais surtout le bras droit de combat de cette fille-là. Et il va être amené à aller vivre dans l'école où elle étudie les arts martiaux et l'art de la guerre, etc. Et dans cette école, il y a plein d'autres jeunes filles, donc on va se retrouver dans un style un petit peu harem. Donc il y a une très bonne balance, comme toujours avec ce que fait cet auteur, entre le côté harem, romance, un petit peu sexy, et le côté très très action, comme dans Red Eye Sword. Fait que si vous aimez le genre harem, c'est quand même un titre vraiment sympa à lire. Le héros a des pouvoirs vraiment intéressants. Et c'est très très bien dessiné, comme je disais, c'est un jeune auteur, mais honnêtement ça tient vraiment la route au niveau du dessin. Donc c'est Demon Slave. Et je continue avec un style encore très différent, et là pour le coup vraiment beaucoup plus différent, c'est 100 jours avant ta mort, je m'excuse, je pense que vous voyez rien du tout, 100 jours avant ta mort, qui est un shonen très très candide, sur les émotions, un petit peu comme A Silent Voice par exemple, où un jeune garçon est capable de voir l'espérance de vie de tous les êtres vivants, mais seulement à partir du moment où il leur reste moins de 100 jours à vivre. Alors par exemple au tout début on le voit trouver un chaton. Voilà, on va essayer de trouver ce chaton, et puis il y a comme le sang qui est apparu au-dessus de la tête du chaton, et le jour, il voit l'espérance de vie du chaton baisser, puis le jour où l'espérance de vie arrive à 0, ben, le chaton se fait écraser en plein milieu de la route. Je suis désolée de vous montrer des images de chatons morts, mais c'est comme ça que ça commence. C'est un manga qui est assez fort en émotion. Alors, ce gars-là, il a toujours été amoureux depuis qu'il est tout petit, même je pense depuis qu'il est au CPE, d'une petite fille qui est devenue sa meilleure amie, puis ils ont grandi ensemble, et en fait, il lui a fait plein de déclarations d'amour depuis toujours, mais elle les a toujours refusées, elle veut toujours rester son amie. Et puis un jour, il va s'apercevoir qu'au-dessus de sa tête à elle est arrivé le sang. Il comprend qu'il lui reste plus que, en fait, 97 jours à vivre. Que les jours de la femme qu'il aime sont comptés. Et il va s'apercevoir d'une autre chose, c'est que le jour où il va lui faire une énième déclaration d'amour, et où son cœur à elle, elle commence un petit peu à changer d'attitude, c'est à force, son cœur se met à battre plus fort, elle rougit, elle est un peu... elle continue à dire non, mais on sent bien qu'il y a quelque chose qui a changé. Et à ce moment-là, son espérance de vie remonte. Alors il comprend que s'il arrive à la rendre heureuse et à faire battre son cœur tous les jours, peut-être qu'il va réussir à maintenir son niveau de vie toujours à 100. Et donc à faire en sorte qu'elle vive plus longtemps. Donc c'est une super belle prémisse. Avec un scénario vraiment qui nous tient jusqu'au bout, du tome 1 en tout cas. Bien hâte de lire la suite. Ce qui va pêcher un petit peu, c'est le dessin. Les graphismes sont un petit peu légers, un peu limite. Alors on sent que l'auteur a du potentiel, on sent qu'elle dessine très bien, mais qu'il y a des... Vous voyez, sur une même page, on a une case comme ça qui est très bien dessinée, puis une case ici qui est comme... presque comme si elle avait été faite trop rapidement. Il n'y a pas beaucoup de background, même les trames sont très légères. Donc au niveau du graphisme, ça laisse un peu à désirer. C'est un peu léger, mais par contre au niveau du scénario, ça tient complètement la route. Donc très très cool. Si vous avez aimé Second Summer, Never See You Again, ou Summer Love, or Summer Holidays, vous allez aimer 100 jours avant ta mort. Encore un style très différent, c'est ça qui est cool cette semaine, c'est que j'ai vraiment beaucoup de variété dans ce que je vous présente, et ça c'est très très cool. Alors ça s'appelle Sarissa of Noctilucent Cloud, et j'ai réussi à dire Noctilucent du premier coup sans bafouiller, et ça c'était pas gagné. Alors j'ai dû chercher Noctilucent dans le dictionnaire, parce que j'avais jamais vu ce mot là, et ça signifie qui brille dans le noir. Alors c'est du mecha, un petit peu dans le style Évangélion, mais sans le côté émotionnel, vraiment plus le côté méca pur et action. On suit une jeune fille qui est transparente. En fait, elle peut se rendre transparente, mais elle ne maîtrise pas vraiment ce pouvoir. Ce qui fait que, dans sa vie de tous les jours, en fait, les gens l'oublient. Ils oublient sa présence. Fait que même les élèves de sa classe, mais aussi les professeurs et même ses parents l'ont littéralement oublié plusieurs fois pendant son enfance. Fait qu'elle est très malheureuse puis très solitaire. Un jour, en sortant de l'école, elle se fait enlever, kidnapper par des gens, puis elle va vite se rendre compte que ces gens-là font partie de l'armée. Et on l'emmène d'urgence sur une mission, on la met dans un avion de chasse avec un pilote, puis on lui dit « Regarde, t'as rien à faire, juste assieds-toi là, puis attends que ça se passe. »
elle va découvrir que si elle a été sur cette mission, c'est parce que en étant assise dans cet avion et en utilisant son pouvoir de transparence, elle peut rendre l'avion transparent. Et ces militaires sont là pour protéger la Terre, et notamment les objets volants, comme les avions de ligne par exemple, de gigantesques dragons ou créatures volantes. Alors on ne sait pas trop ce que c'est, hein, qui ressemble à ça, qui attaquent en fait tous les objets volants. Alors, grâce au fait qu'elle rend l'avion transparent, ils sont capables de passer inaperçus, puis de détruire le monstre avant qu'il ne s'attaque aux êtres humains. Alors la mission va être un succès. Et puis, ce qui va beaucoup plaire à notre héroïne, c'est que le pilote va vraiment la traiter comme une jeune fille normale, en fait. Et elle va beaucoup se prendre d'affection pour lui. Et le jour où il va enlever son casque, elle va se rendre compte qu'il n'est pas humain. Il ressemble à ça. Il n'est pas humain et lui aussi il souffre de ça, et donc ils vont un petit peu se rapprocher grâce à ça. En fait il va devenir son confident, un petit peu comme son grand frère si vous voulez. Suite au succès de la mission, l'armée va lui demander de d'intégrer l'armée à long terme, d'intégrer une école spécifique pour former les militaires qui s'occupent des dragons. Et elle va finir par rester un petit peu contre son gré, mais avec beaucoup de difficultés à être convaincue, afin de devenir donc militaire. Donc si vous aimez le mecha, très intéressant, très très cool, un beau titre poétique, mais après ça on est plus dans l'action, mais pas l'action à outrance non plus. C'est dessiné d'une façon assez originale avec des niveaux de gris qui sont plutôt bien maîtrisés, fait qu'une belle découverte également. Donc c'est Sarissa of Noctilucent Cloud. On continue encore avec un style très différent, je pense que je vais dire ça à chaque livre. C'est L'homme Kitsuba Nobunaga, avec un super beau cover, avec, on dirait presque la face de Clint Eastwood. Nous avons les 2 premiers volumes qui sont sortis à date. L'homme Kitsuba Nobunaga, c'est, comme son nom l'indique, un manga historique. Alors c'est un manga un peu spécial, j'ai vraiment beaucoup aimé ça, là je vous le dis tout de suite, c'est vraiment très bien fait, puis avec un design à couper le souffle. Tiens, je vous montre une première image. Je pense que vous voyez pas grand chose, on va espérer que vous voyez un petit peu. C'est un manga particulier parce que Nobunaga, vous avez probablement entendu parler de lui, c'est le chef guerrier qui a pacifié et qui a réunifié le Japon, surtout parce que le Japon était comme une association de petites provinces qui étaient toutes indépendantes. Donc c'est un des hommes qui a réunifié le Japon. Et il y a un mystère qui entoure sa mort. Donc on sait qu'il a été tué par Mitsuhige Akechi, mais il y a vraiment un grand mystère qui entoure sa mort, dans le sens où personne ne sait vraiment pourquoi Akechi aurait tué Nobunaga alors que c'était son apprenti puis son confident. Donc il y a plein de thèses, et le problème c'est que Akechi a eu des descendants qui sont encore vivants aujourd'hui, plein de descendants évidemment, Akechi est un petit peu considéré comme le traître ultime au Japon, si vous voulez, un petit peu comme Judas dans la culture judéo-chrétienne. Et donc tous les gens qui portent le nom de famille Akechi, c'est super mal vu. C'est vraiment à la naissance on te tag, tu s'appelles Akechi, t'es un traître. C'est un peu exagéré, mais c'est ça. Et donc il y a une association qui existe au Japon, l'association des héritiers du nom Akechi, qui se battent pour redonner ces lettres de noblesse à ce nom. Et donc ils font beaucoup de recherches pour essayer de prouver que Akechi n'était pas un traître, et qu'il a tué Nobunaga, oui, mais pas d'une façon pas en traître. Et donc en fait ce manga là a été scénarisé par le chef de file de cette association. Donc forcément c'est très orienté, hein, ça prend un point de vue particulier, mais si on écarte ce côté point de vue politique, on se retrouve avec un manga historique qui est super intéressant, au-delà du personnage de Mitsuhige, de découvrir tout ce qui s'est passé au Japon pendant ces années-là. Alors il y a tout un contexte historique qui est fait au début, parce que quand même c'est un manga qu'on apprécie plus, donc il y a beaucoup d'explications comme ça au début. C'est un manga qu'on apprécie plus quand on a quelques connaissances en histoire japonaise. Vous allez l'apprécier quand même si vous y connaissez absolument rien, ça va vous permettre de découvrir, mais vous risquez d'être un peu perdu parce qu'il y a beaucoup de noms, de prénoms de gens, de noms de lieux, c'est quand même très très intense en information. Donc si vous connaissez déjà un petit peu ça,
vous allez probablement apprécier encore plus l'œuvre. Alors notre personnage principal c'est Akechi Mitsuhige, mais c'est aussi Nobunaga et c'est aussi d'autres figures historiques. Comme par exemple le futur Toyotomi Hideyoshi avant qu'il soit promu daimyo, ou en tout cas qu'il soit à la tête d'une partie du pays. Donc on va un petit peu suivre les événements qui se sont déroulés avant la mort par seppuku de Nobunaga. Un petit peu tous les clans différents, les batailles, comment elles se sont passées, la personnalité de Nobunaga hein, qui va être quelque chose qui revient énormément, son charisme absolument exceptionnel apparemment. Il y a encore un personnage vraiment connu ici, Tokugawa Ieyasu. Donc voilà, comme je disais, très historique, vraiment très bien maîtrisé au niveau des graphismes et en même temps avec un côté très action, un petit peu à la Ad Astra si vous voulez, ou Isaac, ce genre de, ou un petit peu à la Vagabond mais avec un côté plus historique que Vagabond. Donc vous avez 2 volumes qui sont sortis à date, ça va être une série courte si je me rappelle bien en 8 volumes. Avec un personnage principal, Mitsuhige, qui a quand même la classe. Un gros coup de cœur pour moi. Et on continue avec encore un style différent. Alors c'est un shoujo très classique qui s'appelle Une touche de bleu. Une touche de bleu, c'est l'histoire de la jeune fille qui est sur la couverture ici, qui est en fait une tache de naissance bleue qui lui recouvre toute la partie gauche du visage. Et donc elle souffre de ça parce que les gens se focalisent sur sa tache plutôt que de se focaliser sur le reste d'elle-même. Et puis un jour, elle va en fait avoir un nouveau professeur qui lui, au lieu de se focaliser sur sa tache, va la traiter comme une élève normale. Elle va vraiment s'attacher à ce professeur, puis en discutant un peu plus avec lui, elle va se rendre compte en fait que lui, pourquoi il n'a pas vu sa tache, c'est parce qu'il a une maladie un peu spéciale. Alors je suis en train de chercher le nom parce que sérieusement j'avais jamais entendu parler de ça, puis sérieusement j'ai découvert plein de trucs cette semaine, vous voyez. Il souffre de prosopagnosie, qui est une maladie en fait qui, je vais vous montrer le mot, ça sera plus simple, voilà. C'est une maladie qui fait qu'on n'est pas physionomiste, on ne reconnaît pas les visages en fait, on n'est pas capable de distinguer les traits des personnes. Alors lui ça fait qu'il la traite un petit peu comme tous les autres. Grâce à ça, elle va se rapprocher de lui, elle va malgré elle tomber amoureuse de lui, tout en sachant que c'est son professeur. Alors il est très jeune, juste diplômé, très beau gosse, etc. Mais il y a quand même une différence d'âge, donc là elle réserve ça pour elle-même. Mais elle va rapidement se trouver en compétition avec une jeune professeure qui a vu ce nouveau prof arriver et qui compte bien se le mettre dans la poche. Alors la compétition va commencer, même si c'est une compétition un petit peu inégale. On est sur un shoujo vraiment sentimental avec une touche psychologique, un petit peu comme Au-delà de l'apparence, qui est vraiment sympa, c'est très bien fait, très bien dessiné, un dessin qui est très doux, un petit peu dans le style de Blue Spring Ride par exemple, le style de ce que Yo Sakisaka peut faire. Donc vraiment, encore une fois, pour les fans de shoujo, vous allez probablement aimer ça parce que c'est très bien fait. Donc c'est Une touche de bleu. J'ai ici un livre qui n'est pas un manga mais que je tiens à vous présenter aujourd'hui, c'est Tokyo, mon carnet de Globetrotter. C'est un petit carnet en fait qui permet de découvrir la ville de Tokyo et la culture japonaise à travers des petits jeux pour les enfants. Donc, si vous avez des enfants dans votre entourage, je vous encourage vivement à découvrir ça, à leur faire découvrir surtout. C'est écrit par une auteure montréalaise qui s'appelle Marisha et qui a vécu pendant plusieurs années dans plusieurs pays différents, dont le Japon, avec son mari et son fils, et qui vient de rentrer au Québec et de produire ce carnet. Il est vraiment super beau et on va avoir la chance et l'honneur d'interviewer l'auteur bientôt, avec la vidéo sera sur YouTube également. Donc c'est mon carnet de Globetrotter. J'ai ici Alter Ego, qui est un yuri global manga écrit par Ana Sanchez, qui est une auteure venue d'Espagne. C'est la première fois que je lisais un manga écrit par une auteure espagnole. C'est un one-shot yuri et dont l'histoire est plutôt bien maîtrisée, plutôt bien faite, qui nous accroche jusqu'au bout. Les dessins sont maîtrisés également. Alors c'est très imprégné de culture japonaise, qui fait qu'elle nous fait un petit peu douter. Au début j'ai douté de est-ce que vraiment elle est étrangère ou est-ce que c'est une japonaise qui a pris un surnom étranger. Je doutais parce que c'est vraiment
très très proche du style manga japonais et comme je disais très imprégné de la culture de tous les jours. Par exemple, les personnages se parlent sur Line et non pas sur Facebook, donc ça amène une touche très très japonaise. Fait que ça, merci à l'auteur pour ça parce que c'est vraiment très réussi. Alors on suit une jeune fille qui est amoureuse secrètement depuis toujours de sa meilleure amie. Et un jour, son monde va basculer parce que sa meilleure amie va lui annoncer qu'un gars lui a demandé de sortir avec elle et elle vient d'accepter. Alors là, elle comprend qu'elle n'est plus la seule dans le cœur de son amie. Et puis, en parallèle de ça, son amie va lui dire qu'elle a rencontré une fille sur internet, puis qu'elles sont devenues super chum, puis que cette fille-là habite loin mais qu'elle va venir pour passer les vacances avec elle. Fait que là, notre héroïne se retrouve à devoir partager la fille dont elle est amoureuse entre le chum puis l'autre amie. Et elle n'est pas très partageuse, hein, un petit peu égocentrique, puis il y a un gros sentiment de jalousie qui va se développer. Alors, elle va tout faire pour essayer d'être la seule dans le cœur de sa meilleure amie. Et en même temps d'être honnête avec elle-même et avec son amie, de dire regarde, on est amis, puis c'est normal que t'es pas que moi dans la vie là. Fait qu'elle va essayer de se convaincre de ça. Jusqu'à ce que les choses basculent lorsque l'autre jeune fille arrive. Et je ne vous en dirai pas plus. Donc j'ai bien aimé ça, comme je disais, l'histoire se tient de bout en bout, c'est une histoire qui est suffisamment développée en un seul volume, fait très bien maîtrisé de bout en bout. Donc c'est Alter Ego. C'est écrit, je pourrais vous le montrer comme ça, mais en fait c'est écrit dans les deux sens, fait que ça marche pas. Alter Ego. Et je termine avec deux magnifiques productions. Alors, vous avez la réédition de Dororo de Osamu Tezuka par les éditions Delcourt, et je vais présenter en même temps Search and Destroy de Atsushi Kaneko parce que c'est une adaptation de Dororo. Et Delcourt a eu l'intelligence de sortir les deux en même temps, ce qui rend cette sortie vraiment intéressante. Alors je commence par présenter Dororo pour ceux d'entre vous qui ne l'auraient pas encore lu. C'est sûr qu'il était introuvable depuis de nombreuses années, fait qu'un grand merci à Delcourt pour avoir pris l'initiative de rééditer pour toute la collection, tout le beau travail qu'ils font d'ailleurs sur le travail de Tezuka. Alors Dororo, ça date du milieu des années 60 et c'est un petit peu plus sombre que les œuvres des années 50 de Tezuka. Si vous connaissez Astro Boy ou Princesse Saphir, on n'est plus du tout dans le même genre, on rejoint plutôt un style un peu Blackjack ou Kirito. Il y a des scènes quand même très violentes pour du Tezuka, j'étais vraiment étonnée. Dans Dororo, on suit Hyakimaru, qui est un bébé qui a été maudit à la naissance par 48 démons. Les 48 démons se sont partagés chacun une partie de son corps. Alors un a pris un bras, l'autre bras, les jambes, les yeux, le nez, la bouche, enfin la langue, les oreilles, n'importe quoi. Fait que ce bébé est né, il ressemblait à une espèce de larve, il était encore en vie, mais il avait plus aucun moyen de communiquer avec le monde, ni d'avoir des sensations du monde extérieur. Et il a été recueilli par un médecin chirurgien qui a réussi à le maintenir en vie, s'est occupé de lui. Et donc, quand Hyakimaru a grandi, son papa d'adoption lui a construit des organes et des membres de remplaçants. Donc, il a pu devenir un garçon qui a l'air complet, on va dire. C'est pour ça qu'il se promène toujours avec des bandages ici. Sauf qu'un jour, son père d'adoption l'a mis dehors parce que les démons commençaient à devenir un petit peu trop présents dans leur vie. Et il s'est douté que c'était la présence de Hyakimaru qui faisait ça. Alors il a mis Hyakimaru à la porte. Et depuis, Hyakimaru parcourt le monde pour essayer de retrouver les démons qui lui ont volé des parties de son corps afin de les détruire et de récupérer ces parties. Il va faire la rencontre de Dororo, qui est ce petit garçon ici, qui est un jeune orphelin qui vole à manger pour vivre, tout simplement. C'était un petit voleur super malin et vraiment adorable. C'est un voleur, mais on a juste envie de le câliner et puis de le prendre dans nos bras. Par contre, il est super smart. Alors, il va s'intéresser à Hyakimaru et il va vouloir faire un petit bout de chemin avec lui. Donc, les deux garçons vont continuer leur route ensemble jusqu'à essayer de retrouver tous les démons qui ont volé les parties du corps de Hyakimaru. Donc ils vont faire plus ample connaissance sur le chemin, apprendre à se connaître.
Donc il y a cette thématique, il y a plusieurs thématiques qui sont abordées dans Dororo. C'est une œuvre qui est quand même assez complexe comme tout ce que fait Tezuka, mais la thématique qui m'a le plus frappée, c'est vraiment ce côté de la condition humaine. Qu'est-ce qui fait qu'on est un être humain si on ne peut plus communiquer avec le monde et que le monde ne peut plus communiquer avec nous? C'est une thématique qu'on retrouve assez souvent dans des mangas plus de style un peu gekiga, et qui est très très bien développée dans Dororo. Par contre, comme je le disais, attention, c'est pas du Astro Boy, donc il y a des scènes, je vais essayer de vous trouver une scène qui est quand même plus violente. Alors ça reste du Tezuka et on voit pas forcément grand chose, mais il y a quand même des effusions de sang assez énormes. Donc à découvrir si vous voulez en connaître un peu plus sur le travail du maître. Et puis je passe sur Search and Destroy. Alors Search and Destroy a été fait par Atsushi Kaneko, qui est un auteur punk. C'est l'auteur de Soil, c'est l'auteur de Deathko, c'est l'auteur de Atomic Strip. Il est très prolifique. C'est un auteur que j'aime beaucoup, et il s'est donc attaqué à la réadaptation de Dororo, un petit peu à la manière de ce que Naoki Urasawa avait fait avec Pluto quand il avait repris Astro Boy. Il avait pris la base d'Astro Boy, les personnages, les problématiques, mais il les avait transposés dans un autre monde avec des personnages quand même très différents. C'est un petit peu ce qu'a fait Atsushi Kaneko. Alors on est d'accord ou pas d'accord avec ce genre d'adaptation. Il y a des gens qui préfèrent une adaptation qui est très très fidèle à l'original. Ce n'est pas le cas ici. Atsushi Kaneko nous transporte dans un monde futuriste et à la fois rétro, parce que il se passe sous la neige avec dans une ambiance un peu ex-URSS soviétique. Je vais essayer de vous trouver, voilà, ce genre de on va retrouver ce genre de plan. Donc il y a une espèce de mélange comme ça entre une société moderne et très rétro. Alors dans cette société, il y a des cyborgs et des humains qu'on appelle les U pour les humains, puis les Creech pour les cyborgs, qui vivent plutôt en harmonie quand même. Et on va suivre Hyaku, donc, qui est le pendant de Hyakimaru de Dororo, qui est la jeune fille de la couverture, donc qui est devenue une fille et non plus un gars, et qui a quand même la classe, hein, on va le dire. On la suit à la recherche des Creech, donc des cyborgs qui ont volé les 48 parties de son corps à sa naissance, afin de retrouver son corps d'antan. Donc on est vraiment sur la même trame scénaristique que Dororo, mais on s'entend que ça n'a plus rien à voir. Alors autant au niveau du design, Atsushi Kaneko a un style qui lui est vraiment propre, c'est un auteur punk, on est même presque dans le cyberpunk pour cette œuvre-là. Autant dans les personnages qui vont avoir probablement des côtés de leur personnalité similaires à Dororo, mais plus exacerbés. Le côté un petit peu de colère qu'on retrouve chez Hyakimaru dans Dororo, on va le retrouver vraiment plus puissant chez Hyaku dans Search and Destroy. Donc les personnages sont vraiment exacerbés, et le scénario est encore plus intense. J'ai vraiment beaucoup accroché. Je suis déjà une fan du travail de Atsushi Kaneko, mais je trouve qu'avec Search and Destroy, il a atteint son apogée. C'est juste extraordinaire. Je ne sais pas si c'est un auteur que vous connaissez, mais je vous encourage à le découvrir. Attention, c'est pas tout le monde qui aime parce que c'est quand même spécifique. C'est une œuvre qui est très cinématographique aussi, hein. C'est un peu une constante chez Atsushi Kaneko. C'est un grand fan de cinéma américain. La première scène par exemple se déroule entièrement, alors si on ne connaît pas Dororo, on ne sait pas ce qui se passe, mais on va voir Hyaku qui va entrer dans un nightclub et comme détruire le patron qui est en fait un des démons qui lui a volé sa langue. Et toute la première scène, ensuite on va avoir des explications, toute cette première scène se passe sans qu'on voit jamais notre personnage principal. Tous les plans de caméra sont super bien montés pour que ça soit très fugace et qu'on ne sache pas vraiment à qui on a affaire. Très bien fait. Donc ça a un côté très cinématographique. Et puis il y a aussi plein de... Tiens, je vais vous montrer un petit peu à quoi ressemble mieux le personnage principal. Elle est juste ici. Et puis il y a plein de références au cinéma tout au long du livre, et notamment une que je suis en train de chercher qui est vraiment frappante. Alors je pense que peut-être que le plus jeune public ne la reconnaîtra pas, mais je pense que tous les gens au moins de mon âge ou plus vieux vont comprendre la référence cyberpunk de cinéma. Elle est quand même assez flagrante, et vous en avez plein comme ça tout au long du livre, fait que c'est assez amusant de s'amuser à les chercher. Donc ça c'était Search and Destroy de Atsushi Kaneko et Dororo de Osamu Tezuka.
Et c'est donc ce qui conclut ma vidéo d'aujourd'hui. Comme vous voyez, j'avais vraiment beaucoup de très belles nouveautés, beaucoup de coups de cœur. Si je devais un peu classer mes coups de cœur, ben, j'aurais Sahara, le samouraï aux fleurs, vraiment très très belle découverte shonen, one shot. J'ai également l'homme qui tue Nobunaga, que j'ai trouvé super intéressant, puis avec des designs vraiment à couper le souffle, complètement malade. Et puis, bon, ça va sans dire que je vais mettre Dororo dans les coups de cœur, mais de mettre les classiques dans les coups de cœur, c'est toujours un peu trop facile, fait que on va passer. Puis Search and Destroy, vous aurez compris que c'était un gros coup de cœur également. Merci beaucoup à tous d'avoir écouté cette vidéo. On va se retrouver la semaine prochaine pour plus de nouveautés. Entre temps, n'hésitez pas à commenter, à me dire si vous avez lu ces livres, aimé, pas aimé, si vous êtes d'accord avec mon point de vue ou pas du tout. N'hésitez pas à liker également, à partager, puis à vous abonner à notre chaîne YouTube. Merci beaucoup et on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye.